Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok, salut Julien, Salut, comment tu vas? ça va, et toi? Ouais, ça va aussi, écoute. Je suis très content de te recevoir sur le podcast puisque comme je te disais en off, je me souviens avoir vu beaucoup de tes vidéos sur chez The Family à l'époque, sur le growth, etc. Donc très très cool de voir comment t'as évolué depuis. Mais du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur une entreprise qui s'appelle The Company's API, qui est une API d'entreprise, hein, donc c'est une base de données qui contient plein d'entreprises et que l'on peut segmenter selon différents critères comme les revenus, le nombre d'employés, etc. Est-ce qu'ils utilisent un réseau social en particulier? Est-ce qu'ils sont dans tel pays? Et j'ai donc de l'algorithme en temps réel qui permet de trouver les employés pour chacune de ces entreprises. Donc, si on veut créer une liste d'entreprises de tous les SaaS, par exemple, qui sont basés à Paris, et puis qu'on veut trouver tous les CFO, et ben, on peut très facilement le faire avec mon système, que ce soit par interface ou par API. Donc ça, c'est essentiellement ce que je fais au quotidien. Et j'ai aussi une deuxième petite app qui s'appelle resilience.club, qui est gratuite, hein, je l'ai fait pour moi. Elle est utilisée par une centaine de personnes, donc c'est sympa. En fait, on peut mettre ses habitudes et essayer de chaque jour de les cocher pour essayer de faire avancer l'aiguille dans une direction. Donc ça, on pourra aussi en parler sur comment moi j'utilise mes habitudes pour pouvoir un petit peu à la fois rester focus et puis en fait essayer d'exécuter le mieux possible. Et j'ai aussi un troisième truc que je fais. C'est un podcast qui s'appelle SaaS Makers où je m'en sers surtout comme hack pour pouvoir rencontrer des gens et pouvoir en apprendre davantage sur l'industrie du SaaS. Donc on se pose sur un canapé avec quelqu'un et on parle avec Valérian. Ça s'appelle SaaS Maker by Julien et Valérian et on interviewe des gens dans le SaaS. Voilà. C'est essentiellement ce que je fais. J'essaie de pas trop en faire plus, mais c'est déjà pas mal. Ok, super, super intéressant. Par exemple, petite question. Je pense que tu es voilà un esprit même très créatif et que tu fais beaucoup de choses. Comment tu luttes justement contre ce syndrome de... Parce que je pense que tu as l'envie de faire peut-être d'autres choses ou faire plus de choses. Comment tu luttes contre ça déjà? C'est un travail de tous les jours. En fait, c'est déjà avoir conscience que les choses sont difficiles et que il faut être focus dans une direction si on veut atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que si on a tendance à se disperser ou abandonner au bout de 3 4 mois, généralement on fait le constat au bout de 10 ans de sa vie qu'on n'a pas fait grand-chose. Et du coup, en fait, il faut rester focus dans une direction et se dire, ok, c'est ça que je veux faire. Donc, par exemple, moi, je vis de mon produit principal, hein, qui est The Company's API. C'est ce qui me permet d'en vivre chaque jour. Donc c'est mon focus, hein, à chaque fois j'essaie de toujours ramener mon focus là-dessus. Et puis après j'ai toujours ces deux petits autres projets qui me permettent de pouvoir un peu on va dire progresser puis avoir me détendre sur d'autres sujets, voilà, on va dire ça. Mais ça reste quand même relié un peu à mon sujet principal parce que par exemple Resilience Club c'est vraiment un outil où j'ai cadré toutes mes habitudes, donc tout ce que je dois faire chaque jour. Et du coup, c'est une sorte de cadre en fait dans lequel je travaille. Ok, 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 super intéressant. Ben justement, tu dis que ton projet principal c'est The Company's API. Petite question par rapport à ça. Comment t'es venue l'idée? Comment tu t'es dit un jour, ou est-ce que tu t'es déjà dit ça un jour, est-ce que c'est venu du jour au lendemain ou pas, mais comment tu t'es dit, moi Julien, j'ai envie de créer un truc justement pour récupérer des données sur les entreprises, etc. Quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'ai bossé pour Crisp aussi. J'ai bossé pour The Family. Après, je suis parti chez Crisp et j'ai travaillé 2 ans avec eux. Donc, quand j'ai quitté Crisp, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'avais une idée, hein, mais c'était essentiellement de faire des plugins pour Shopify. Et à l'époque, Shopify était en plein boom avec les dropshipping, etc. Et comme j'aimais beaucoup le front-end, je me suis dit, tiens, faisons des widgets que les gens puissent installer sur leur site et puis sur leur Shopify facilement. Et puis ça va me permettre de pouvoir, on va dire, m'éclater dans le front et faire plein d'interfaces.
Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à scraper tous les Shopify et du coup, parce que c'était mes clients. Et du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de gens me demandaient ce fichier-là et que j'avais pris pas mal de plaisir à développer cette petite architecture qui scrapait les données. Et j'ai fini par créer une interface qui permettait aux gens de segmenter toutes les entreprises par technologie. Au début, donc les Shopify, les WordPress, etc. Et en fait, là, j'ai commencé à me rendre compte que les gens étaient plus intéressés par ce produit-là que par ce que j'étais en train de faire avant. Donc j'ai arrêté et je me suis concentré là-dessus et j'ai itéré en faisant des démos avec les gens et puis en rajoutant des fonctionnalités. Donc ça s'est fait vraiment en étant en mouvement. D'ailleurs, c'est peut-être un conseil que je conseille, enfin que je pense que les gens devraient avoir à l'esprit, c'est que c'est pas grave au début, on sait pas ce qu'on fait, mais ce qu'il faut se dire, c'est dans les périodes de doute, tant que je suis en mouvement, tout va bien. Je m'arrête pas, je fais un pas après l'autre, je vais à mon rythme, je suis en compétition avec moi-même et la concurrence, je m'en fiche. Juste, je reste en mouvement et puis j'avance. Et les choses finissent toujours par devenir beaucoup plus claires avec ce mindset-là. Il y a un moment, on finit par comprendre en fait là où on va. Ok, ok, super, super intéressant. Tu vois, tu disais qu'effectivement, donc, tu as commencé à créer l'offre, tu as fait des démos avec des gens, etc. Euh, Comment tu as réussi? Je trouve ça, je trouve que en tout cas, c'est quelque chose d'assez difficile. La frontière est mince entre, parce que du coup, on le rappelle, t'as un côté tech, donc du coup, tu sais coder de mémoire, donc tu as sûrement développé la première architecture tout seul, donc tu sais le faire. Techniquement, il n'y a pas, en tout cas, je mets des guillemets, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais maintenant, vu que techniquement tu sais faire les choses, comment tu arrives à trouver la frontière entre je fais un MVP qui vient justement solver, en tout cas apporter la première brique de valeur, et je fais un truc un peu plus costaud, peut-être me rapprocher de la perfection, etc. Comment tu arrives à jauger les features, par exemple, que tu vas développer ou jusqu'où tu vas coder pour délivrer, en tout cas, la première brique de valeur sur le MVP? Ok, bah, sur la notion de priorisation, euh, ça devient de plus en plus facile quand on comprend ce qu'on est en train de faire. Après, je pense que au début, il faut essayer de réfléchir à deux choses. Alors, c'est est-ce que mon produit fait gagner du temps à mes clients ou est-ce qu'il fait gagner de l'argent? Euh, Lorsqu'il leur fait économiser de l'argent ou gagner de l'argent, tu vois, peu importe. C'est souvent les deux choses que l'on retrouve dans la plupart des produits en fait. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, qu'on sait à peu près où se placer, on se dit ok, quelles sont les features qui vont permettre de leur gagner plus de temps ou leur gagner plus d'argent. Et ça va permettre de pouvoir enlever tout ce qui est superflu en fait. Donc ça va être une première manière de faire quand on n'a aucun feedback utilisateur. La deuxième manière de faire, ça va être de se dire d'avoir une approche totalement qualitative, c'est-à-dire en faisant des démos avec ses clients. D'où des fois l'importance d'avoir le widget Calendly sur sa homepage pour que les gens puissent prendre des démos et puis rentrer en contact avec la personne. Et des chatbox aussi. Et après, en étudiant tout ça, en fait, en parlant avec eux, on va se rendre compte qu'ils ont des besoins particuliers, qu'il y a des features qui déclenchent des actes d'achat chez eux qui sont importantes. Et ça va nous permettre de pouvoir un peu repointer la boussole. Et la troisième partie, qui est une approche que j'ai jamais fait, mais qui peut fonctionner, c'est de vraiment sur le support client de pouvoir un petit peu noter à chaque fois quand quelqu'un demande une feature quelque part. Je connais des gens qui le font dans un Trello et ça permet de pouvoir voir un petit peu ce qui remonte le plus. Quand quelqu'un demande 5 fois la feature, on dit ok, là c'est bon, on va la faire parce qu'il y a 5 personnes qui l'ont demandé. Par contre, toutes les features qui ont été demandées et qui ont été demandées qu'une fois, en fait, ça, je n'y apporte aucune importance. J'y apporterai l'importance le jour où j'aurai 5 points dessus, tu vois. Donc il y a plein de petites manières de faire. Chacun doit trouver un peu. Et puis après il y a l'instinct, hein, le feeling. C'est typique à l'entrepreneur. Il y a des gens qui visent juste. C'est comme quelqu'un qui investit dans des startups. T'en as, ils ont le pif, tu vois. Ils arrivent à savoir cette boîte-là, il y a quelque chose, tu vois. Parce que la team est bonne, parce que le marché c'est le bon moment. Il y a un gros marché. Le produit est bon. Et donc, ils parient, tu vois. Et t'en as d'autres, en fait, bah, ils ont pas trop de pif. Et c'est la même chose un peu dans l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a un moment, ça se travaille. C'est cette notion de priorisation. Ok, ouais, super, super intéressant et puis ouais, très, très pragmatique. C'est vrai que le plus on est, en tout cas, à côté ou en tout cas en relation avec les utilisateurs et plus c'est simple en tout cas de développer quelque chose qui leur plaît puisque c'est eux qui payent. Et Mm. donc du coup tu parlais d'itération justement au fil de l'eau, etc. Tes itérations, donc tu disais que effectivement tu peux avoir, toi tu vas peut-être regarder la feature ou bien je pense avoir peut-être un backlog de features, etc. Aujourd'hui par exemple en termes de temporalité, est-ce que tu es sur
c'est quoi ta méthodologie à ce niveau-là en termes de délivrabilité? Je m'explique. Est-ce que tu es sur des sprints, par exemple, de 2 semaines? Est-ce que tu es sur des sprints de 1 mois? Est-ce que tu te dis juste, je le fais le plus rapidement possible? C'est quoi ta méthode à ce niveau-là, sur les itérations? Alors, quand je fais des itérations, alors j'essaye de fonctionner par batch de 15 jours. Mais il faut savoir que des fois, tu commences la journée à 10 tâches et tu travailles comme un fou et le soir, tu en as à 12 parce qu'il y en a plein qui sont rajoutés au support. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour ne pas allonger les sprints. J'appelle pas ça des sprints d'ailleurs, moi j'appelle ça des mini-games. Donc j'ai plein de mini-games, là, je suis sur Notion d'ailleurs, hein. Mhm. Euh, Puis par exemple, j'en ai un qui va consister à faire un focus sur la page de pricing, sur le pricing. J'ai plein de choses à faire, d'autres qui va être un focus sur la roadmap, d'autres qui va être un focus sur, là je vois l'analytics avec un dashboard. Et donc j'essaye je prends un mini-games et j'essaye de le terminer en 15 jours. Généralement, je mets plus de temps que prévu, toujours pour plein de raisons, mais j'essaye de très vite réorienter les tâches dans un des minigames quand c'est pas du tout pertinent, tu vois. Ok. Ok, ok, ok. J'avais prévu une question pour plus tard, mais tu me poses dans mes retranchements. Euh, J'entends que tu fais plein de choses. Du coup, team, tu gères tout solo, tu t'entoures pardon de freelance. Comment tu gères tout ça, toutes les différentes tâches qu'il y a? Euh, les tâches, bah, j'utilise Notion. Ouais. J'ai essentiellement Notion. Ça, c'est pour tout ce qui est tout ce qui est les projets principaux. Donc c'est assez simple, hein, j'ai des listes. D'ailleurs, j'utilise pas le système de. Enfin, j'ai une manière un peu atypique d'utiliser Notion. Je sais, ça va être peut-être difficile d'expliquer à l'oral, mais il faut s'imaginer que moi, mon Notion, tout est sur une seule page. J'ai pas de sous-page. Pour une seule et unique raison, c'est que Notion, quand on l'utilise et qu'on clique, c'est toujours long à charger de page en page. Et des fois, on se met à cliquer sur on doit cliquer sur 3 niveaux pour arriver sur la page. Donc moi, j'utilise le système je sais pas comment ils appellent ça, d'accordéon en fait, où quand on clique, ça découle. Et en fait, Ok. j'ai tout sur une page. Et en fait, quand je clique, ça ouvre l'accordéon, je reclique en dessous si je veux rouvrir, et c'est organisé de cette manière-là. Et donc, mes sprints, c'est des listes dans des accordéons, tout simplement. Donc, tout est fermé, hein, tu vois tous mes sprints à faire, et puis dedans, j'ai toutes les sous-tâches. Et ce qui me permet très facilement d'en rajouter plusieurs. Je sais que quand on a une équipe, c'est plus tout possible de travailler comme ça, parce on a besoin de role management. Donc, peut-être qu'un jour, je passerai sur des outils un peu plus complets comme j'ai oublié, il y a plein d'outils pour les développeurs qui sont utilisés pour ça. Euh, Enfin, ils sont très connus pour des systèmes de task management. Je sais pas si Ouais, tu les connais d'ailleurs. il y a beaucoup ClickUp, il y a beaucoup Jira, Il y en a euh, un autre aussi que tout le monde utilise, qui est il y a l'interface est sombre. Asana, L'interface est euh, sombre, j'ai oublié comment ça s'appelait. Sombre. Ah, je sais pas, je sais qu'il y en a, ouais, c'est beaucoup. C'est Asana, il y a Monday, il y a ClickUp, il y a Jira, à part, il y a Trello aussi, mais interface sombre, ça me parle pas. Tout de suite là, ça Ouais, me parle bon, pas. je sais plus. Ok, C'est beaucoup de gens qui font l'open source utilisent ce genre d'outils. Mais ok, donc voilà, en fait, c'est plus comme ça que je gère. Après, sinon, mes tâches personnelles, j'utilise une application qui s'appelle Things, qui me permet d'avoir mes tâches perso par exemple sur ma montre, tu vois, ok, et aussi sur mon téléphone et sur mon iPad et sur mon Mac. Ça s'appelle Things 3 et c'est ok, très pratique. Tu l'achètes, c'est payant par contre, donc tu l'achètes, c'est un achat unique, hein, donc il n'y a pas ok. de recurring. C'est ce qui m'a un peu poussé d'ailleurs à aller là-dessus. Comme quoi le SaaS n'est pas toujours adapté le modèle de SaaS à tous les types de produits. En tout cas, sur ce produit-là, moi j'ai préféré payer une seule fois et même si c'était 50 euros, et derrière, après, avoir un système de tâches. Donc, j'utilise toutes mes tâches dedans, allez. Et voilà. Pas de tâches perso, hein. Les tâches de la Mhm. maison, les livres à lire, sur tout. Ok, ok. Question intéressante du coup par rapport à ça. Tu disais effectivement donc que tu gérais plusieurs choses. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de ton mini games focus sur le pricing, mais ça engendre un certain, je dirais un éventail de compétences de faire ça. Ça englobe de l'UX, ça englobe de l'analytics. Peut-être que tu vas l'analyser, je sais pas, dans Hotjar, dans GA ou dans d'autres outils que tu as. Ça engendre aussi bah, peut-être du copywriting. Comment tu vas mettre en avant tes features, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc ma première question, c'est un, comment tu te formes sur ça, ou est-ce que comment tu continues ou autre, Mm. etc. Et le deuxième, en fait, comment tu arrives cérébralement à jumper de marketing à peut-être sales, à technique, comment tu arrives à arbitrer tout ça aujourd'hui? Ouais, ta question, elle est super intéressante et ça pourrait être un épisode en entier parce que c'est un peu le concept de
apprendre à apprendre. Comment est-ce que tu fais pour apprendre à apprendre? Et je pourrais y répondre un peu moi sur comment je fais, parce que c'est une question que j'ai pas depuis 10 ans, peut-être que j'essaye de répondre. Alors, comment est-ce que je fais pour jumper de marketing au produit? C'est un travail de tous les jours et c'est pour ça que que j'avais codé à la base de Resilience Club, c'est parce que j'avais ce problème-là. Et du coup, j'ai une habitude qui consiste à me forcer un peu chaque jour à faire au moins une tâche de marketing pour faire D'accord. avancer la boussole. Donc c'est une manière de faire. J'ai beaucoup de mal, honnêtement. C'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que quand on commence une boîte, moi je trouve deux personnes ou trois personnes, c'est super. Surtout s'il y en a un qui a une compétence marketing et l'autre qui a une compétence produit. Parce qu'on voit beaucoup de boîtes extraordinaires qui se sont lancées sur ça, à commencer par Apple. On avait Wozniak qui était très produit, et puis Steve Jobs qui était aussi un peu produit, comme on prenait, mais qui était aussi très sales. Euh, donc il y a plein de boîtes comme ça qui ont fait des bonnes associations. Et je trouve que c'est bien parce qu'on se rend compte quand on est dans les tranchées que effectivement faire du produit et de la vente en même temps, c'est pas la même manière de faire, c'est pas la même discipline et surtout ça demande une discipline vraiment de faire pour pouvoir dire stop, on arrête le produit maintenant, même si j'ai pas fini parce que maintenant je dois passer au marketing. Donc ça c'est et j'ai pas vraiment de méthodologie. J'essaie de faire du mieux possible chaque jour, mais c'est pas facile. Sinon, sur le produit, comment j'ai fait pour le niveau. Parce que là, le produit encore, c'est quelque chose de très complet. On a du back-end, on a du scrapping, on a du front, on a du DevOps pour maintenir une architecture. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier la mise? Très tôt, j'ai décidé de tout faire en JavaScript, d'avoir qu'un seul langage et de ne pas m'embêter à faire le techos et avoir du Go ou du Rust, ce que tu veux, ou du PHP en back-end, et d'avoir un langage différent. Donc j'ai tout en JavaScript, dans TypeScript exactement. Et ça me permet de quand je switch du back-end au front-end en fait, à pas du tout changer de langage et du coup à pas faire le switch. Et ça a été vraiment super. Il y a aussi un autre truc que je suis en train de m'intéresser, c'est tout ce qui est monorepo. C'est notamment ça, c'est un truc qui permet d'avoir tout dans un seul repo et avec des outils comme Turbo Repo, etc. Je suis en train d'étudier ça. Je pense que je vais faire peut-être la migration au mois d'août, profiter de l'été où c'est un peu plus calme pour travailler sur ces sujets-là. Mais c'est encore une manière d'être encore plus agile parce que du coup, on a tout en un. Et ça fonctionne super. D'ailleurs, Google gère tout dans un monorepo. Donc, c'est sûrement le plus gros monorepo de la Terre. D'ailleurs, je sais pas combien il y a de millions de lignes là-dedans, mais on peut tout faire. C'est juste une bonne structure. Donc voilà, après, bah, pour apprendre à apprendre, je sais pas si tu veux que je détaille là-dessus parce que c'est long, mais Bah, non, ouais, tu peux nous dire au moins quelques mots, et puis comme tu dis, peut-être qu'on refera un épisode dessus, mais tu peux nous dire quelques mots. Toi, aujourd'hui, comment, tu vois, je caricature beaucoup, là, toi, tu vas t'intéresser au pricing. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est, Julien, il va aller analyser, voir les pages qui marchent bien, etc. Comment tu gères cette partie-là? Est-ce que tu lis des livres? Je sais pas, tu vois. ouais, alors, pour quand on veut apprendre vite, de mon expérience, j'utilise énormément YouTube. Pour moi, YouTube est le réseau où j'apprends le plus de choses à la minute. Donc, je suis abonné à des chaînes, je suis régulièrement ce qu'ils font. Je n'utilise absolument pas la timeline de YouTube, j'utilise que l'onglet subscription, enfin abonnement. Et je regarde que les vidéos qui sont dans ma partie abonnement. Ça m'évite d'avoir des suggestions. Et puis, de toute façon, après, l'algorithme de YouTube, il travaille et puis c'est un peu. Mais on peut très vite tomber dans du divertissement. Donc, j'utilise très bien YouTube sur ça. Et puis chaque jour, j'essaie d'avancer de réelles vidéos dans le code, dans le marketing ou ça. Ça, c'est une première manière de faire. C'est YouTube, c'est vraiment pour moi le meilleur réseau sur ça. J'ai utilisé un temps beaucoup Udemy, notamment pour apprendre une nouvelle techno très vite. Donc j'ai acheté un cours sur Udemy, qui s'appelle sur le TypeScript par exemple. Et puis bah, j'essayais d'avancer un maximum et de le finir le plus vite possible. Ce qui me permettait de pouvoir un peu bénéficier d'un travail très organisé pour passer de 0 à 1 dans cette compétence-là, de la manière la plus rapide possible. Et puis ça coûte 15 balles et tu as un super cours. Ça a été une manière de faire. Ce qui est un peu plus diffus sur YouTube, c'est bon, c'est plus à toi de. Alors que sur Udemy, c'est très structuré. Ça, c'est ce que j'utilise beaucoup. Euh, Là, par exemple, même sur Udemy, on peut apprendre plein de trucs. Par exemple, j'essaye de réduire un peu mon accent en anglais, donc j'ai acheté un cours sur Udemy pour apprendre à réduire l'accent. Et tu vois, ben, tu as un cours, tu suis de A à Z, et vraiment, en l'espace de 3 semaines, tu peux vraiment faire des gros progrès si tu es sérieux. Euh, Ça, c'est une première manière de faire. J'utilise aussi une application qui s'appelle Raindrop, qui me permet, c'est un peu comme Instapaper ou Pocket, ça me permet de pouvoir mettre tous mes articles que j'ai pas le temps de lire à l'instant T dessus.
et notamment beaucoup d'articles qui proviennent de newsletters. Je suis abonné à plein de newsletters dans les sujets que j'aime bien, comme par exemple JavaScript Daily, TypeScript Daily. Il y en a plein sur Substack aussi que je suis. Et dedans, il y a souvent des liens qui pointent vers des articles intéressants. Et ces articles-là, je les mets dans Raindrop parce que je sais que je ne peux pas les lire maintenant. Donc ça, j'utilise pas mal ce combo-là, email, newsletter, pour balancer après dans Raindrop. Il y a un troisième truc que je fais aussi, c'est quand je tombe sur une bonne chaîne YouTube ou un bon blog sur un sujet qui m'intéresse, généralement, je pars du premier article et je vais jusqu'au dernier. Ça, c'est un tip que je donne depuis des années, mais ça marche toujours aussi bien. Donc, je regarde pas dans l'ordre les vidéos ou les plus populaires. Je vais peut-être regarder d'abord les plus populaires, hein, souvent. Mais très vite, je vais aller sur la première vidéo et aller à fond jusqu'à la dernière. Et j'écoute tout aussi en 1,75. C'est un ratio qui est pas mal sur YouTube pour aller plus vite. Voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes ce que je fais pour apprendre. Ok, super. Et en plus, c'est super intéressant ce que tu as dit sur le monorepo et le fait d'être agile et justement d'essayer de gagner en tout cas des précieuses secondes ou même des minutes, hein, puisque mis bout à bout, ça fait des journées, quoi. Et ça me fait penser, je sais pas, je pense que tu le connais, tu vois, le mec de Nomadlist, là, Peter Levels, qui parle souvent, donc lui il fait du PHP, donc Nomadlist c'est un outil, je dirais une plateforme ou même marketplace, peu importe, mais qu'il a créé pour en fait les gens qui veulent vivre un peu comme des digital nomades et qui justement en fait peuvent évaluer une ville avec le coût de la vie, la connexion internet, bon ce qui est important pour un digital nomade quoi. Et lui il disait souvent à chaque fois parce qu'il a monté d'autres produits sur l'IA et il dit à chaque fois moi j'ai un seul fichier PHP et il y a toutes mes lignes de code dedans, je me prends pas la tête. Et tu as tous les gens justement c'est toutes les équipes justement de développeurs ou autres qui disent mais c'est impossible, etc. Mais en fait, c'est pas le même besoin. C'est-à-dire que si tu es tout seul, c'est vrai que si tu es en équipe, c'est difficile de travailler sur un seul fichier comme ça. C'est Mais impossible. tu vois, mais si tu es tout seul, en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir maintenir parce que à la fois tout est dans ta tête, c'est toi qui l'as écrit et tu vas aller très très vite dessus et surtout en team of one ou en tout cas en tant que solopreneur ou autre, tu as besoin d'aller vite puisque ton temps il est limité. Tu fais tout donc tu as besoin d'aller vite sur ce que tu fais. Donc je trouve ça très intéressant que tu abordes en tout cas ce sujet-là aussi quoi. Super intéressant. Faut juste pas trop être caricatural, je pense. Mm. En fait, faut juste se dire chaque jour qu'est-ce qui me rend le plus agile. Et on a des problématiques qui peuvent être qui peuvent arriver plus tard. Je donne un exemple, par exemple. Je suis un très très grand fan de tout ce qui est test driven development, TDD. C'est l'idée d'écrire des tests et après derrière t'écris la feature. Et ça, bah, je suis pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que il y a au début, j'avais cette impression que écrire des tests, c'était de la perte de temps et que ça me ralentissait. Donc forcément, j'allais pas devant ça. Et puis un jour, ton produit il prend une certaine taille et puis tu pètes le pricing. Et puis en fait, bah, là, tu te dis, ah, c'est un peu embêtant parce que j'ai quand même, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà pété l'inscription par exemple. Donc là, tu vois, tu te dis, c'est embêtant parce que les gens peuvent plus s'inscrire pendant 24 heures le temps que je m'en aperçois. Et puis c'est toujours quelqu'un en support qui te dit, ah, ton pricing, j'arrive pas à m'inscrire. Et tu arrives, tu testes, et tu te dis, ah bah, en fait, combien il y en a eu avant lui qui n'ont rien dit et qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Bah, quand ça t'arrive, bah, tu te mets à écrire des tests. Et puis, bah, tu es sûr que tu pètes plus jamais ton pricing, tu pètes plus jamais ton inscription, et puis tu pètes plus jamais des features importantes. Donc, tu gagnes en agilité. Et après, tu deviens de plus en plus à l'aise à écrire des tests, et finalement, moi, je vais plus rapide, je pense que je code plus vite en écrivant les tests que sans en écrire. Ok. Mais ça m'a pris 2-3 ans de travail. Mais tu vois, c'est juste être observateur et se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je peux être plus agile? ChatGPT par exemple ou Google ou GitHub Copilot sont des outils qui m'ont rendu vraiment plus agile. Parce que ça me traduit automatiquement des trucs, parce que ça peut me générer des fonctions que j'ai pas besoin d'aller chercher sur Stack Overflow, parce que ça peut me trouver une solution à un problème que je connaissais pas, tu vois. Plein de trucs quoi. Ok. Et au début de l'échange, tu as parlé d'un truc, effectivement, tu as dit, ben, la concurrence, on s'en fout. Toi, sur compagnie The PI, tu penses quoi de la concurrence? Moi, la concurrence, ça me fait ni chaud ni froid. Alors là, pour le coup, quand j'étais plus jeune, hein, c'était un truc qui pouvait me créer un peu d'angoisse parfois, mais honnêtement, aujourd'hui, j'en ai juste rien à faire, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, c'est que je considère que quand on démarre, et qu'on démarre dans un marché qui est plutôt grand, honnêtement, tu arriveras toujours à avoir une part du gâteau si tu fais du bon travail, il y a un moment. Donc, après tout, essaye juste d'être en compétition avec toi-même et d'avancer dans la bonne direction, et puis d'améliorer ton produit au fur et à mesure. La contrainte qui est, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour tenir le temps qui te permet de vivre ton produit, pour ne plus avoir à te concentrer sur autre chose que ton produit.
Et la concurrence, en vrai, tu sais, moi j'ai vu tellement de boîtes qui étaient très fortes et puis qui revendent leur boîte un jour et puis ça n'existe plus. Et donc, en fait, tu te dis, bah voilà, ça n'existe plus, ça mort, c'est mort. Il y en a d'autres aussi qui finissent par se lasser, par passer par un autre projet. En fait, il y a tellement de gens qui passent vite à autre chose que si as trouvé ta voie et tu te dis, ok, c'est ce que je veux faire pendant les 10 prochaines années, bah, occupe-toi d'être le meilleur dans ça dans les 10 prochaines années et t'occupe pas de ce que font les autres. Tu vois, genre, on ne demande pas d'être Einstein, mais il y a un moment, si tu es régulier, sérieux avec toi-même et que tu vas pas travailler pendant 10 ans, même si t'es pas le plus intelligent de cette planète, bah, tu vas y arriver, tu vois. Faut aller à son rythme. Mais par contre, il faut être résilient. Et là, on est dans d'autres compétences. Là, on est dans du mental. C'est, c'est-à-dire, c'est du mental. C'est est-ce que tu vas être capable de pouvoir tenir dans le doute? Comment tu vas gérer le doute? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va être vite attiré par je sais pas, on va dire les vices de la vie et qui va finalement pas travailler assez? Tu vois, je sais pas, ça peut être plein de choses. Donc il y a, je pense qu'on est plus en combat avec soi-même qu'avec les autres, hein, pour être honnête, hein. Mais après, bien sûr que la concurrence a un rôle. Mais moi, je préfère l'ignorer, honnêtement. Ça m'a jamais posé de problème, en fait. Je suis même pote avec des concurrents, hein. Et je leur donne même des tips des fois. Donc, voilà. Ok. Cool. En plus, ouais, je sais pas, par rapport à la concurrence, je sais pas si tu connais un gars qui s'appelle David Goggins. C'est un De nom. Américain. C'est un Américain, en gros, qui fait des trails, qui a fait les Navy Seals. En gros, je mets des guillemets, c'est l'homme le plus fort du monde dans le sens où il a le record de traction. Il a fait plus de 4000 tractions en moins de 24 heures, quelque chose comme ça, etc. Et c'est vrai que lui, il en parle souvent. Il dit en fait que ton point de bascule, il se trouve juste derrière ta zone de confort. Et il dit qu'à chaque fois que tu vas dans une zone d'inconfort, tu arrives à un point de bascule où en fait, tu reçois une force équivalente à la force nécessaire à traverser cette épreuve, tu vois. Et c'est vrai Mm. que je trouve ça ultra intéressant à la fois en business et dans la vie, dans le sens où chaque fois que tu deviens trop à l'aise dans un truc, tu te dis, bon, comment je peux encore aller plus loin? Et en fait, en tant que, en tant que développeur, déjà, moi, je l'ai vu en tout cas quand j'ai commencé à coder. C'est quand tu commences à coder que tu te dis qu'en fait, tu connais rien au code parce que c'est ultra vaste le truc et que tu passes tes journées sur Stack Overflow. Et donc, du coup, c'est ultra marrant aussi que t'abordes ça. Du coup, si on continue sur ça, donc, on a vu comment, en tout cas, d'où est venue l'idée. On a vu comment tu as créé, en tout cas, ton premier MVP, ta première offre. On a vu comment, en tout cas, tu gères tes différentes itérations. Parlons peut-être maintenant de scale. Scale, donc qui veut dire effectivement passer à l'échelle, c'est-à-dire peut-être grossir. Ça va faire écho avec le pourquoi des choses, pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que je pense aussi que le scale, ben, ça reste un choix. Il y a des gens qui choisissent d'avoir un business à un certain montant et de le caper à un certain seuil, et puis d'autres qui sont pour la croissance exponentielle. Je pense que on l'a vu sur les dernières années, hein, sur les startups, c'était la croissance à tout prix, avec des coûts d'acquisition qui étaient faramineux, etc. Et puis, avec la crise, on revient un peu plus les pieds sur terre en se disant, bon, ben, les gars, il faut quand même être rentable. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être rentable? Donc là, ma Mm. question, c'est, le scale, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Comment, avec The Company API, tu le prévois ou tu le fais, si c'est en cours? Est-ce que tu vas scaler par le produit, par la lead gen, etc.? Comment tu vois tout cet écosystème-là? Alors, c'est intéressant. Je vais juste faire une aparté euh, pour répondre à cette question-là, pour un peu comprendre ce que je veux dire. Alors, j'ai une autre habitude que je fais pour apprendre depuis maintenant 6 mois et j'ai bien tenu la cadence et ça m'a apporté une connaissance absolument incroyable. C'est que chaque matin, avant de me lever, la première chose que je fais, c'est que je vais chercher un espresso dans la cuisine parce que j'adore les espressos. Et derrière, en fait, j'écoute un podcast. Et je fais ça souvent des interviews. Donc, en ce moment, je suis sur SAS Club, donc j'ai presque fini tous les épisodes. Mais avant, j'ai écouté d'autres podcasts super intéressants. Grosse Hacker TV, je les ai saignés aussi. Bref, il y en a plein. Et ça m'a permis de pouvoir un peu apprendre en fonction de la vie des gens. Parce qu'au moment, tu vois différents. Chaque SaaS chaque entreprise a son chemin. Et ça dépend beaucoup, comme tu dis, de l'inspiration de la personne. Et du coup, j'ai écouté beaucoup de gens qui ont scalé des boîtes. Et j'ai pas envie de leur vie. J'ai pas envie de leur vie. Parce qu'en fait, moi, je pense que je suis très bon pour passer de 0 à 1. C'est pour ça que ta question, est-ce que j'ai des plans pour scaler et c'est quelque chose que j'assume de plus en plus maintenant. Euh, En fait, c'est pas du tout mon focus. C'est-à-dire que je me vois plus comme. Je comprends en fait, ayant écouté beaucoup de gens qui scale, ce que ça implique. Et je pense que faut être un peu honnête avec soi-même, souvent. Moi, je suis
quelqu'un qui est plutôt bon pour passer de 0 à 1. Enfin, je pense, au fil des années, je deviens de plus en plus rodé à ce jeu-là. Par contre, faire ce que font certaines personnes, comme lever très vite beaucoup d'argent et ce que ça implique, hein, c'est-à-dire de recruter des gens, de quitter les tâches opérationnelles produits pour faire beaucoup plus de management, euh, aligner les intérêts sans cesse des actionnaires, des employés, des partenaires avec qui tu travailles. Toutes ces choses en fait hein, qui impliquent une boîte qui scale. Et c'est super, hein, il en faut des gens comme ça. Hein, je les critique pas du tout. Moi j'ai un énorme respect pour eux parce que j'en suis incapable. Et bah ça me convient pas en fait. Je sais pas si je serais très heureux. Donc pour l'instant, tout ce que je fais, c'est j'avance au jour le jour et j'ai de la chance d'être en croissance, d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente de mois en mois. En revanche, j'ai pas forcément une ambition démesurée pour construire quelque chose de gros. Par contre, j'adore les discussions. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mon podcast SaaS Maker. J'adore rencontrer des gens, parler avec eux, apprendre de leur histoire. Euh, j'adore les restaurants. Enfin, j'adore les massages. J'adore tout ce qui est beach club. J'adore les tiny house. Enfin, j'aime plein de trucs, tu vois. Donc, je veux aussi avoir le temps de pouvoir m'intéresser à ces sujets-là sur le côté. Et quand on scale, il y a un moment, tu as la gloire, tu as des trucs, mais attention, il y a aussi, il faut être sûr de est-ce qu'on va aller dans ce chemin-là. Et il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment soi. Et franchement, pour avoir discuté plusieurs fois avec des gens qui ont plus de 200 ou 400 employés, il y a un moment, tu as intérêt d'avoir eu la chance d'avoir mis les bonnes personnes aux bons endroits parce que sinon, et puis en fait, il y a toujours un prix à payer à tout. Hein. Donc, moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que cette réponse de scaler, je me permettrai pas de donner des conseils là-dessus. Mis à part un seul conseil, c'est euh, entourez-vous le mieux possible. Et quand vous avez un doute sur une personne en entretien, ça c'est un conseil que j'ai tout le temps entendu. En général, la plupart du temps, les gens qui ont quand même qui ont quand même recruté la personne, ils ont regretté par la suite. Donc ça, s'il y a un moment, il faut suivre son instinct sur ça, surtout sur les process de recrutement. Et quand on scale, il y a de l'humain qui rentre en jeu. Ça, c'est obligatoire. Il y a des contre-exemples, hein, des gens qui ont très bien automatisé, mais quand on scale, il y a de l'humain. Et ça implique du coup de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et d'avoir ce flair. Ok, ok. Très, très, très bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Je rigole. Ouais, exactement. Mais, mais ouais, non, mais on comprend bien ton point. Et ça, comme tu dis, je pense qu'il y a autant de réponses que d'individus et d'entrepreneurs. Ah Donc, oui, oui, carrément. c'est exactement ça. C'est Cool. c'est ce qui est fascinant. Hein. Hmm. C'est- Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et donc, du coup, pour ça, donc, de ce que je comprends, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un business lifestyle. Si on avait, Ouais, enfin, lifestyle, attention, parce que je bosse quand même du lundi au dimanche, hein, et ah oui, quand même beaucoup, hein. Mais parce que j'adore ce que je fais. ok, C'est-à-dire que je suis passionné par le produit. Vraiment, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à gérer le marketing et à faire la balance. Euh, mais j'essaie j'automatise des choses hein, au fur et à mesure, mais voilà, j'aime le produit et ça m'embêterait de ne plus en faire parce que je décide de passer à la vitesse supérieure et de commencer à placer des gens et très vite de me retrouver dans une structure où il y a 20 employés et puis bah en fait bah, je fais de l'opération puis du produit quoi. Ça me ferait vraiment, ça m'embêterait vraiment. ok. Et du coup, tu vois, par exemple, question sur ça, est-ce que pour les 5 années à venir, tu te vois continuer à travailler du lundi au dimanche, ou ton but c'est de dire, et donc du coup, j'essaie en tout cas de me dégager du temps. Je caricature vraiment beaucoup. Mm. Imaginons que tu fais 100K, demain tu fais 100K aujourd'hui en travaillant du lundi au dimanche. Si tu peux faire 100K du lundi au jeudi, est-ce que ça t'irait, ou est-ce que tu continuerais quand même à travailler du lundi au dimanche parce que juste t'es passionné? Alors pour être un peu plus dans la mesure, je travaille pas du lundi au dimanche H24 bien évidemment. Il y a un moment où j'ai Hmm. besoin de me reposer. Avec le temps, en grandissant, j'ai appris à écouter mon corps et à savoir quand je commence à avoir mal derrière la tête, tu vois. D'ailleurs, c'est en ce moment là, je pense que ce week-end, il va falloir que je fasse un peu de repos et apprendre à écouter mon corps parce que bah il y a un moment t'es fatigué et tu peux pas en fait. Tu es obligé de te reposer à un moment, tu vois. Mais je suis très attentif à ma nutrition. Je fais pas assez de sport, mais j'essaye de progresser un peu là-dessus. Mon sommeil, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Euh, mais en tout cas, il faut. En fait, je travaille pas 7 jours, c'est plus des tranches de 10 jours, moi. Tu vois, au bout de 10 jours, je commence à être fatigué. Ok. C'est là où je me dis, attention, prends-toi 1 ou 2 jours de pause. Tu vois, et puis après, je repars. Et puis j'apprends aussi avec l'âge, ça c'est un conseil important à savoir, que j'aurais aimé savoir avant. C'est normal d'avoir des périodes. Euh, et il y a des moments où on est lassé de son projet et on a des périodes de down. C'est pas grave, ça va remonter un moment, ça remonte toujours. Mais il faut du coup apprendre à se reposer dans ces périodes-là, quitte à prendre une semaine, 10 jours.
et puis après, derrière, ça remonte et on repart. Et ça c'est un truc que j'ai appris à gérer avec le temps. Hmm. Euh, je me souviens plus exactement c'était quoi ta question, mais c'est, en tout cas, ça c'est. Ah oui, si je faisais beaucoup d'argent, est-ce que je travaillerais moins? Bah en fait non, parce que j'aime ce que je fais, donc je continuerai à bosser beaucoup. Euh, c'est Ok. vraiment. Il y a des choses que j'optimiserai par contre. Ok. Il y a plus de trucs que j'optimiserai. J'apprendrai à déléguer aussi un peu plus. Je commence à le faire là en ce moment avec des personnes, Ok. euh, mais c'est. Je continuerai à travailler en fait. Je pense que c'est. Mais d'ailleurs, je plains moi les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font au quotidien. Je sais que c'est pas toujours très. Ça prend du temps à trouver ce qu'on aime. Mais je les plains parce que, par exemple, tu vois, moi, le concept de retraite, c'est un truc qui m'est absolument totalement, on va dire, j'y pense pas. Parce que j'adore ce que je fais et je trouverai toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui sont. euh, je comprends hein, quand il y a des métiers difficiles. Quelqu'un qui est maçon, il porte des blocs d'agglo tous les jours, c'est pas facile. Et il y a un moment, ils sont fatigués, ces gens-là ont besoin de partir à la retraite, bien évidemment. Mais quelqu'un qui a un métier qui est pas physique, qui veut partir à la retraite, euh, je me dis, bah, à mon avis, en étant honnête avec toi-même, tu t'es peut-être trompé de voie. Parce que si tu avais vraiment trouvé ce que tu adores, tu penserais pas à ta retraite et tu t'en foutrais en fait de travailler 1 ou 2 ans de plus, tu vois. Genre, bon, je le Hmm. ferais, tu vois. Bon, j'aime ce que je fais. Moi, mon père, il est prof, il adore son métier. Il m'a toujours dit, bah, écoute, si je dois travailler 2 ans de plus, je les ferai, tu vois. Je serai pas plus Hmm. malheureux, hein. Donc, voilà. Ouais, super intéressant. Tu parlais de l'entourage, je pense que c'est ultra important, un entourage bienveillant et des gens des fois aussi dans la même, pas que des gens dans la même dynamique, mais avoir quelques personnes dans la même dynamique que toi, ça aide pas mal en tout cas. Ah ouais, ouais, c'est clé, hein. Et tu sais d'ailleurs, moi j'ai démarré tout seul par contrainte, hein. J'ai pas forcément cherché à être tout seul, hein. C'est juste que, à un moment, j'ai trouvé personne qui voulait dédier suffisamment beaucoup d'années de leur vie sur ce sujet-là. Et donc, du coup, Hmm. j'ai avancé dans mon rythme, sans me poser trop de questions, tu vois, et j'ai avancé, et puis voilà. Mais j'avoue que quand tu as un fondateur, ça peut être un gros gain de boost. Faut être sûr de vouloir bosser avec la personne. J'en ai vu Hmm. tellement des gens se fâcher, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi, donc je sais de quoi je parle. Et puis, très bons amis, hein, tu peux les perdre. Donc, c'est pas toujours tout rose. Il faut apprendre à communiquer beaucoup. Il faut euh, apprendre à accepter quand on veut amener la boîte dans une direction et que son associé ne veut pas qu'on l'amène dans cette direction-là. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir des fois, il faut se taper dans la main et partir, hein, quand il y a ou l'autre personne, hein. Donc, c'est pas toujours tous les jours tout rose, mais en tout cas, la communication est clé. Je pense que c'est ce qui permet de. Et surtout, quand on peut revenir à ce que tu disais, en fait, ton associé, ça va être un boost d'énergie. Il va te filer ce boost d'énergie qui te manquait parce que tu es dans la période de down. Et moi, j'ai une théorie sur ça qui m'est très, très chère, c'est que le bonheur, c'est les gens. Et que, en fait, quand on a une bonne discussion avec quelqu'un, des fois, on se ressent revigoré. Et parce que par la discussion et par un échange et la parole, le fait de parler avec quelqu'un, et ben, en fait, on développe, Hmm. ça se donne de l'énergie, tu vois. Et ça, Mhm. c'est pour ça qu'il faut, je pense, bah, bien s'entourer et puis être avec les gens avec qui on a envie de passer du temps. On Hmm. n'est pas destiné à passer du temps avec 100% des gens sur Terre, hein. Moi, il y a des gens que je supporte pas et j'ai pas envie de passer du temps avec eux et j'écoute ce qu'ils disent, mais par contre, je sais que les gens fascinants avec qui j'ai rencontré, mes très bons amis, bah, je fais l'effort de passer du temps avec eux. Ouais, non mais super intéressant, super intéressant. Du coup, peut-être que j'ai une dernière question à te poser, en tout cas peut-être deux dernières. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller à quelqu'un qui veut soit se lancer justement en ligne, soit monter son SaaS, soit monter son propre produit? Est-ce que du coup, tu vois, il y a un livre qui t'a marqué ou une ressource ou autre? Est-ce que tu as quelques conseils aussi pour ces personnes-là? Pour quelqu'un qui veut monter l'entreprise ou un SaaS? Plus un SaaS, disons. Ou Ouais, peut-être les deux. Faisons les deux. bah, Faisons les deux. ok. Bah, alors, pour ce qui est du SaaS, des bonnes ressources. Bah, déjà, il y a SaaS Makers sur YouTube que je fais, qui a un condensé de tous les trucs que j'apprends avec Valérian, on les met dessus. Valérian, c'est le CTO de Crisp, hein, donc c'est une boîte qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus élevée que moi, hein. Ils font des millions de chiffres d'affaires. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire avec lui, parce que ça me permet d'avoir aussi un regard d'un mec Hmm. qui est un peu plus. Qui n'est pas passé que de 0 à 1, il est passé lui de 10 à 1000, tu vois. Euh, et donc, il y a cette ressource-là. Après, je pense qu'une bonne ressource que je peux conseiller sur le SaaS, ça va être MicroConf. C'est une chaîne YouTube d'un Américain, qui poste des vidéos sur le SaaS en anglais, et qui a de la bouteille aussi, et pour le coup, qui est vraiment légitime pour parler de ce sujet-là. Il a écrit un bouquin récemment que j'ai acheté, que j'ai pas fini, qui s'appelle SaaS Playbook, qui est sorti sur Kickstarter, et ils l'ont livré là au mois de juillet, là, début juillet. Donc je viens de le recevoir, j'ai pas encore terminé, mais
pour ceux qui veulent, en tout cas, il y a sa chaîne YouTube et ce bouquin-là. Euh, Ensuite, pour le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a une entreprise, bah, c'est un peu un conseil bateau en fait, donc je sais pas trop. C'est l'idée d'être résilient en fait, hein. C'est vraiment de se dire, ok, bah voilà ce que j'aime, j'ai envie de le faire, je suis sérieux, je sais pas où ça va me mener, mais je vais rester en mouvement, je vais avancer dans cette direction-là et je vais faire un pas à la fois et je vais être sérieux en fait sur ma nutrition, sur ma santé, sur mon sommeil, etc. Parce que je sais que ça va peut-être prendre, je pense que je vais le faire en 6 mois, mais c'est probable que ça prenne 18 mois avant d'arriver à l'objectif où je voulais atteindre. Et donc il faut être prêt à la fois être à, à, à pouvoir, comment dire, être discipliné et en même temps se dire, ok, j'ai le temps et je vais avancer à mon rythme et je vais pas me flinguer en fait. Je vais avancer progressivement dans cette direction-là. C'est la patience. J'adore les gens qui font du jardinage par exemple parce qu'ils ont la patience, les gens qui sont jardiniers. Ils savent que quand on met une graine, tu peux pas aller plus vite que la nature et il y a un moment, il faut prendre soin de la graine, il faut l'arroser et puis faut qu'elle ait le soleil et puis au fur et à mesure elle grossit et puis des fois tu vois le basilic, c'est impressionnant, genre tu plantes la graine et puis 3 semaines plus tard tu as des trucs énormes de basilic. Et c'est ça en fait la vie en fait, c'est qu'il y a un moment on met une graine et puis bah on grandit pas tous à la même hauteur, on n'est pas tous le même type de plante, et bah, en fait, si on prend soin de soi, on va atteindre, ou un projet, si vous voulez voir comme une graine, on va devenir un arbre en fait. Mais il faut aller à son rythme. Ok, super, super. Ben écoute, Julien, merci beaucoup pour ces ressources et tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver si que les gens veulent Euh, entrer en contact avec toi? Bah, on peut m'ajouter sur LinkedIn, Julien Le Copanec, et Mhm. en général, je réponds à tout le monde hein, qui m'envoie des messages. Et après, sur YouTube, pour suivre mon actualité, c'est surtout sur SaaSmakers, hein. C'est là où je mets des vidéos, où Ok, j'interviewe des gens des fois aussi sur des sujets en rapport avec le SaaS. ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Julien. Je pense que tu as apporté beaucoup, beaucoup de valeur, donc c'est ultra, ultra cool. Et puis en tout cas, on se dit à bientôt, je l'espère, pour voir la suite de The Company's API. Ça marche. Merci. À bientôt, Salut, Jérémy. ciao, ciao, Salut. Julien, bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.